Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Cette semaine, on va parler des impacts de la tempête de neige, notamment à Berthierville, et on va vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Forestville, le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire présente son laboratoire mobile d'apprentissage. À Berthierville, on analyse les impacts de la panne d'électricité majeure causée par les récentes chutes de neige. La députée de Laurentide-Labelle répond à la question « C'est quoi faire de la politique? » À Montjoly, le transport adapté et collectif de la Métisse souligne 40 ans de service à la population en lançant une nouvelle application. La 4e édition du gala Brandon en action met en vedette les entrepreneurs de la MRC de Dautré. À Sainte-Anne-des-Monts, la trade tournante fait soigner la compagnie dans le fond de la boîte à bois. À Port-Daniel-Gascon, une ligue de hockey féminine voit le jour. Mais pour commencer cette émission, on se rend à Causa-Piscale, où la rivière Matapédia est à son plus bas niveau en 28 ans, et Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia fait le point sur cette situation et ses impacts, en compagnie de Mireille Chalufour de l'organisme Bassin Versant Matapédia-Restigouche. Je me trouve présentement au Parc des Fourches à Causa-Piscale, un endroit qui regorge de beauté, mais cette année, en fait cet automne plus précisément, on constate que le niveau d'eau est plutôt bas. Est-ce que c'est inquiétant ou non? Je m'adresse à Mireille Chalufour, qui est co-directrice de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, afin d'avoir un portrait plus clair de la situation. Merci beaucoup, Mireille, de nous recevoir pour parler, parce que là, on regarde ça présentement, l'eau de la rivière a l'air plutôt basse. C'est-tu normal pour ce temps-ci de l'année? C'est quoi qui se produit? Non, c'est vraiment, on est dans des records. Là. On est plus bas que depuis 28 ans d'enregistrement au niveau des niveaux d'eau de la rivière. Fait qu'on est dans les plus basses qu'on a. Fait que là, en ce moment, on avait des niveaux d'eau qu'on va à environ de 5 mètres à 8 mètres. Puis l'eau de la rivière peut monter jusqu'à 500 mètres. Ah, OK. Cubes par seconde. Okay. Fait que, on passe, là, on est à 8 mètres cubes par seconde au niveau de la rivière Rassigmaquagan. Puis quand elle est dans son plus haut, elle peut être jusqu'à 500 mètres cubes par seconde. Okay. Fait que ça vous dit la différence, on est dans le bas des bas en ce moment. Ouais. Puis, c'est quoi qui aurait pu causer un niveau d'eau aussi bas? C'est juste un manque de précipitation ou il y a d'autres facteurs? Là? Certains. Manque de précipitation. Je ne pourrais pas te répondre à cette science, toute cette science infuse de tout ce qui est en arrière, le changement climatique. On sait qu'avec les changements climatiques, on va avoir des variations plus accentuées. On parle de crues, mais on parle aussi de sécheresse. Okay. Alors, par exemple, je pense à nos jeunes qui font des suivis environnementaux d'une station environnementale. Ils regardent les petits insectes qui sont sous l'eau. À travers les roches, ils font des suivis de qualité de l'eau dans le bout de la rivière Matapédia à la confluence, proche de la confluence. En ce moment, c'est leur 2e année que les jeunes arrivent face à leur rivière, puis le bras est mort comme ça. Ils sont plus capables de faire leur analyse de l'eau, de leur suivi de rivière, parce que la rivière est à sec et tous les insectes sont morts. Et que les jeunes réalisent fortement, 2 années de suivi, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ça. Puis ça, j'imagine, ça peut affecter beaucoup la biodiversité. Ici, on est au royaume du saumon. J'imagine que ça affecte la fraie du saumon, aussi leur déplacement dans les cours d'eau. En fait, là, je voudrais pas être un poisson. Je ne saurais pas trop où me mettre. Alors, les seuls endroits qui vont rester se mettre, ça va être proche des refuges thermiques ou des refuges thermiques avec suffisamment d'eau. En ce moment, pour le saumon et la truite, l'omble-fontaine, il va avoir besoin d'une épaisseur d'eau suffisante pour aussi conserver les œufs pendant l'hiver. Ça, c'est pour le niveau du saumon, puis trouver leur habitat. Fait que, premièrement, il faut qu'ils réussissent à monter. Ouais. On est ça. Fait qu'on a des tributaires que l'omble-fontaine et autres doivent être pris dans un petit trou d'eau, puis c'est super dangereux pour le braconnage. Parce que là, c'est facile d'aller chercher les pois. Okay. Puis, c'est encore plus triste quand on est face à ça.
On sait qu'on a coupé les sous au niveau du suivi environnemental pour la qualité de l'eau, au niveau de tous les suivis environnementaux des rivières. Ça a été coupé. C'est pour le mois d'octobre et novembre. On avait au-dessus de 30 ans de suivi. Puis en ce moment, on sait aussi que le bureau des agents de la faune va quitter. Donc ça aussi, ça devient... On se retrouve dans des situations vraiment non idéales pour maintenir ce qui est notre royaume du saumon qui est ici. OK. Puis là, on voit que justement, c'est anormal. Est-ce que c'est de quoi qui risque de se reproduire d'année en année? C'est-tu... Si on regarde selon les dernières années, est-ce que ça va toujours en baissant? Moi, la dernière fois que j'avais vu Mars, sans eau, c'est en 2012. OK. Ici, puis il y avait eu une autre grande sécheresse en 2006, si je ne me trompe pas. OK. Fait que oui, ça va se reproduire. Que sérieux, ça va se reproduire de plus en plus. Et c'est là que c'est inquiétant. Parce que là, l'eau, elle devient moins épaisse, c'est moins profond d'eau. Oui. Le réchauffement va être beaucoup plus intense. Fait que le réchauffement, ça va être plus facile de réchauffer cette superficie d'eau-là que cette profondeur-là. OK. Ça aussi. Le saumon est super sensible à la température de l'eau. La truite aussi. Okay. C'est des bio-indicateurs. C'est ceux autres qui nous disent si l'eau est en bonne santé puis si elle est froide suffisamment. Nous, on n'a pas des rivières de sableuses puis d'argile comme on peut retrouver comme plus dans les basses terres du Saint-Laurent. Okay. Ici, nous, on a du caillou puis de la petite roche puis ça regorge d'oxygène puis d'espace puis c'est ça que le courant fait. Okay. Et ce qui fait qu'on a un habitat génial pour notre saumon puis ce qu'on appelle les salmonidés, le saumon et la truite. Toutefois, là, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être trop chaud. Quand on atteint un 20 degrés, le saumon ou l'omble-fontaine commence à avoir un stress qui vient affecter il va un stress léthargique. Donc, ils vont moins bouger et autres parce que l'eau va être trop chaude. Quand on tope des températures de 23, on risque de la mortalité. Et si ça dure trop longtemps, là, on se retrouve avec de plus en plus de jours où on a des températures de 23 degrés jusqu'à 27 et même 30 degrés observés dans la rivière Restigouche cette année. C'est la température de l'eau. La température de l'eau. Fait que finalement, ce qu'on se retrouve, c'est que les journées, les temps d'exposition de l'eau chaude est beaucoup plus long. Puis là, ça va être encore beaucoup plus long. Heureusement que là, l'été, il est fini. Ouais. Pour eux, ça donne une chance, l'eau va rester froide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre vie, dans notre milieu de vie, dans nos maisons, des jardins de puits? Récupérer l'eau. Récupérer l'eau aussi pour qu'elle aille s'infiltrer dans le sol. L'économie d'eau potable aussi, là, ça va venir jouer. Donc, ne pas arrêter de laver sa pelouse, de laver son stationnement ou avec l'eau. J'en vois encore. Donc, ça va être l'économie d'eau potable, l'infiltration de l'eau, la gestion de l'eau, toutes les tendances qu'on poussait vers ça vont devenir quasi des obligations. Pas des obligations, mais un mode essentiel de travailler et puis de maintenir collectivement cette ressource qui est l'eau. Merci beaucoup, Mireille. Parfait, ça me fait un grand plaisir. Si on a besoin de plus d'informations, on peut vous contacter à l'OBVMR si on a des questions, j'imagine. Oui. Puis si vous voulez savoir quelle grandeur est votre jardin de puits, puis vous vivez dans la ville de Sébec, Val-Brillant, Amqui, Lac-Saumon, dans la vallée de la Matapédia, pas mal, ou c'est... C'est ceux-là qui sont proches de la rivière. Okay. Vous avez votre bilan hydrique résidentiel, fait que vous pouvez aller voir combien grave il faut que vous fassiez votre jardin de puits. On a un guide de jardin de puits qui est possible. Commencez à y penser, c'est faisable. Donc, si vous avez besoin de conseils, aussi, on est là, l'organisme de bassin. Parfait, on va mettre l'adresse au bas de l'écran. Parfait. Merci. Merci. C'est pour aller à la rencontre des travailleurs et des entreprises de partout sur la Côte-Nord et sensibiliser les jeunes et leurs parents à la qualité de la formation offerte que le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire met sur la route son laboratoire mobile d'apprentissage, une initiative unique au Québec. Un reportage de la Télévision du Littoral. Le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire a dévoilé son laboratoire mobile, un outil novateur destiné à promouvoir la formation professionnelle, offrir de la formation en entreprise et aller à la rencontre des jeunes partout sur la Côte-Nord.
Ce véhicule de 53 pieds est une grande réussite pour la directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire, Nadine Desrosiers. C'est une nouveauté. Puis si je ne me trompe pas, c'est une nouveauté dans la province aussi. Ça représente beaucoup parce que c'est un outil qui va nous permettre de faire connaître la formation professionnelle, autant auprès des élèves qu'auprès de leurs parents. Parce que souvent, on a des jeunes qui souhaiteraient faire un cours de en formation professionnelle, mais des fois, les parents veulent que leur enfant s'ouvre le plus de portes possible, puis ils sont plus réticents, mais alors qu'avec un outil comme ça, on va être capable de faire le tour dans différentes activités de promotion pour justement expliquer aux parents c'est quoi la formation professionnelle. C'est une première diplomation, puis c'est pas un métier, ce sont des métiers qui sont quand même très bien rémunérés dans notre région. Conçu pour être à la fois polyvalent et adaptable, ce laboratoire permettra également de dispenser de la formation directement en entreprise ou dans des régions éloignées. L'objectif est d'offrir des expériences d'apprentissage plus accessibles et engageantes, tout en favorisant le développement des compétences de la main-d'œuvre régionale. Le directeur du CFP, Michel Savard, explique les origines du projet. Moi, j'aime toujours mieux dire que c'est un travail d'équipe, là, parce que c'est vraiment avec des collaborateurs là, qu'on a mis ça en place. On a eu une première expérience, je me rappelle, on formait des mécaniciens industriels là, pour l'entreprise Boissaco sur la Haute-Côte-Nord. Puis c'est de là que vient en tout cas, le concept. On s'est dit, on a dit à l'entreprise, il faudrait faire venir les employés dans nos centres de formation. Puis c'était vraiment pas possible parce qu'à cause des arrêts de production, tout ça. Donc, quand je dis on a amené l'école à l'entreprise, c'est un peu ça qu'on a fait, là, en collaboration avec mon partenaire, là, Guy Bilodeau. On s'est organisé pour que les équipements soient mobiles. Puis on pouvait interchanger, là, dépendamment là, de ce qu'on avait à travailler. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'était un pari, là, mais on a réussi. Puis ça vient un peu de là, tout ça. Là. On s'est comme raffiné avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Le laboratoire sillonnera donc l'ensemble du territoire nord-côtier, de Tadoussac-Sacré-Cœur à Blanc-Sablon, en passant par Fermont. Le CFP de l'Estuaire souhaite utiliser ce nouvel outil pour mieux faire connaître la formation professionnelle auprès des jeunes et de la population. Des ateliers interactifs permettront d'initier les élèves du primaire à différents champs d'intérêt, tandis que les élèves du secondaire pourront découvrir les métiers grâce à la réalité virtuelle et à des équipements technologiques. Nous, on veut vraiment là, aller voir les entreprises de toute la Côte-Nord au complet. Puis, exemple, offrir des compétences. Exemple, si on veut offrir une compétence dans un domaine en particulier, on voudrait partir, exemple, de Sacré-Cœur-Tadoussac et l'offrir à l'ensemble des entreprises de la Côte-Nord. Fait que ça, c'est notre volet industriel. Ensuite, bien, le volet promotion. Nous, au centre de service, ça fait des années qu'on dit il faut parler aux jeunes avant qu'ils arrivent au secondaire parce que quand ils arrivent au secondaire, puis là, sont un peu dans le néant, il faut qu'ils se soient fait une idée avant, une idée là, d'exploration professionnelle avant d'arriver au secondaire. Fait que c'est un peu notre défi. On travaille avec les équipes pédagogiques, les équipes d'orientation. Puis quand on va arriver, exemple, pour faire explorer là, des stations d'exploration, parce qu'on ne parle pas nécessairement de métier là, au primaire, bien, les élèves vont déjà avoir une idée, puis ils vont pouvoir développer des intérêts. Peut-être que oui, ils vont aimer, non, ils n'aimeront pas, mais au moins, là, ils vont être capables de réfléchir là-dessus. Les parents, les enseignants, les conseillers d'orientation et les intervenants scolaires seront aussi invités à explorer le laboratoire. L'objectif, briser les mythes entourant la formation professionnelle et démontrer qu'il s'agit d'une voie d'avenir prometteuse et diversifiée. Bien, nous, on travaille là, avec nos conseillers d'orientation, nos directions d'établissement du secondaire, formation générale aux adultes, formation professionnelle, puis la direction des services éducatifs du centre de services, justement à mettre en place là, différents outils de connaissance de soi, puis de s'assurer que nos jeunes là, se découvrent à travers les parcours de formation professionnelle. Puis des fois, bien, c'est des jeunes qui seraient peut-être sur un chemin, une pente descendante vers le décrochage scolaire, mais comme on met des filets de sécurité autour de nos jeunes par différents moyens, bien, la formation professionnelle, ça devient un moyen de garder nos jeunes, les diplômer rapidement. Puis on a des jeunes qui ont été diplômés en formation professionnelle, se sont découverts une petite fibre pour le scolaire, puis ont poursuivi au cégep. Là. Fait que ça veut pas, c'est pas une fin en soi. Là.
Le laboratoire mobile utilisable toute l'année est doté d'équipements modulaires, de simulateurs, d'automates et de robots, ainsi que d'écrans interactifs, d'une mini-usine et d'outillage spécialisé. Ces installations permettent d'adapter le contenu aux besoins de la clientèle, qu'il s'agisse de formations industrielles, de mise à niveau ou d'ateliers éducatifs. Une somme d'environ 300 000 $ a été investie par le Centre de services scolaires dans ce projet novateur. Le CFP prévoit aussi que le laboratoire participe à des événements spéciaux pour aller à la rencontre du grand public. Présentement, là, quand tout le monde va l'avoir vu, c'est que là, on veut faire des essais. Parce que quand on va arriver, des fois, on a une idée, on dit ça va se dérouler de telle façon, mais il faut vraiment tester là, avant de partir pour aller rencontrer toutes les écoles. Fait qu'on va cibler probablement peut-être une école primaire, une école secondaire, une école en milieu autochtone. Si on veut essayer d'avoir des endroits là, représentatifs, puis on va faire des tests dans ces endroits-là, puis quand on va, moi j'appelle ça toujours la run de lait, là. Quand on va partir pour faire notre run de lait, bien là, je pense que notre produit là, va être testé, là, puis je pense qu'on va être sûr de ce qu'on va aller livrer. L'établissement scolaire ne compte pas s'arrêter là. Une deuxième phase de développement est déjà sur la table. L'organisme souhaite notamment équiper le laboratoire d'un système de plaques solaires afin de le rendre plus autonome et éco-responsable. L'ajout d'un module d'apprentissage sur l'énergie solaire et éolienne est aussi envisagé pour enrichir la formation du DEP en électricité et proposer de nouveaux ateliers de perfectionnement. Si vous apercevez le laboratoire mobile au cours des prochaines semaines, n'hésitez pas à le visiter pour en apprendre plus sur la formation professionnelle. Joanie Godreau, à Forestville. Les récentes chutes de neige ont provoqué beaucoup de pannes d'électricité au Québec. Jusqu'à 350 000 abonnés d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité en début de semaine, notamment dans la région de Berthierville. Et nous allons faire le point avec Daniel Yvon de CTRB, car on ne réalise pas toujours les impacts importants de telles pannes de courant. Daniel Yvon, bonjour. Bonjour, Martin, ça va bien? Oui, alors la neige a tombé de rue chez vous et a provoqué beaucoup de pannes d'électricité. Oui, toute la région de Berthier, le sud de Berthierville et qu'est-ce qu'on appelle les îles, même la Noret, a subi la température, oui, on pourrait dire, de lundi, oui. On calcule combien de centimètres de neige et puis combien de gens dans votre région ont été privés d'électricité? Tu sais, je te parlerais d'environ presque un 20 cm avec du verglas, des vents. Okay. Puis on parle facilement d'une 15 à 20 000 peut-être personnes qui ont été touchées dans notre coin, là. Maintenant, on sait, on a tous vécu des pannes d'électricité. On sait quels sont les inconvénients quand on est dans notre demeure. Là, on ne se retrouve plus d'électricité. Mais dans votre région, la panne d'électricité a provoqué beaucoup d'impact quand même. Oui, il y a beaucoup d'impact parce que la Berthierville, c'est un pôle important c'est une halte routière importante, oui, sur l'autoroute 40, oui, l'autoroute 140, la sortie 144 qui crée beaucoup d'achalandage. On sait que juste le passage sur l'autoroute équivaut à une ville d'environ 30-35 000 habitants. Ça, je te parle de statistiques qui datent d'environ 10 ans. Donc, on s'est retrouvés lundi soir, même jusqu'à mardi, fin de journée, tard, avec plus d'essence, plus aucune station d'essence qui était disponible. On parle dans cette région-là. On parle aussi des îles. Là, l'accès au bateau est encore là, mais quand tu sortais du bateau, le poste d'essence principal qui est dans ce coin-là était fermé aussi. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes. On peut imaginer quelqu'un qui était sur l'autoroute, sachant qu'il y a beaucoup de services à Berthierville, se disant « Je vais arrêter à Berthier, prendre de l'essence », puis il n'y en a pas d'essence. On est plusieurs à le faire, Daniel. On est plusieurs à le faire, oui. Et là, tout était fermé. Bien, tout était fermé parce qu'il n'y avait pas d'électricité. C'est sûr que si c'était une panne d'1 heure, 2 heures, c'est vivable, mais quand ça a presque duré 18 heures, bien, je te dirais, c'est assez impressionnant. Là. De 9 heures le soir à 5-6 heures le lendemain, ça a causé beaucoup de désagréments, disons. Et là, les automobilistes ne pouvaient pas compter sur la fameuse halte routière de Berthierville où on retrouve tous les services. Tout ça était fermé. Mais Daniel, vous me dites également qu'il y a eu d'autres effets comme tels à cette panne d'électricité.
Bien, cette panne d'épicerie-là aussi, on parle aussi des restaurants, là, il y a beaucoup de restaurants. Ouais. Et pour rajouter par-dessus, bien, la centrale de traitement des eaux usées, des eaux d'eau potable, a eu une défaillance, a eu à cause de la panne d'électricité. On a même eu des bris de tuyaux. Donc, on se retrouve depuis hier matin aussi avec un avis d'ébullition à Berthierville encore là. Et Berthierville est la ville centre qui fournit l'eau encore là aux îles, aux municipalités environnantes, aux restaurants. Donc, un matin, avoir un café à Berthier, c'était même pas pensable dans un restaurant parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Mais comment on explique le fait qu'un service essentiel comme l'eau potable soit pas doté, qu'une usine d'épuration des eaux ne soit pas dotée des équipements qui leur permettent de travailler, même en cas de panne? Normalement, il y a des génératrices, parce que c'est un service essentiel, l'eau potable. Oui, on peut présumer que la tempête hâtive qu'on a eue n'a pas permis de mettre en place tous les systèmes, tu sais, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, la génératrice, comme nous ici, on a saisi la diffusion parce que nos batteries, après 3-4 heures de service, bien, sont plus efficaces. Donc, on ne peut plus servir notre clientèle. On peut présumer que ça soit aussi cette raison-là. C'est sûr qu'il va y avoir des questions qui vont être posées lundi au prochain conseil municipal là, qui va avoir lieu lundi prochain. Là. Parce que là, vous êtes encore en avis d'ébullition de l'eau depuis 3 jours maintenant. Depuis hier matin, et c'est un minimum de 48 heures. Donc, depuis mardi, le lendemain de la tempête, là. Non, la journée de la tempête, ouais, c'est ça, le lendemain, les suites de la tempête, lundi, mardi. Depuis hier matin, on est en avis d'ébullition. On en a pour 48 heures minimum. Et comme indiqué sur le site de la Ville, bien, ça prend 2 tests négatifs, disons, pour pouvoir autoriser l'utilisation de l'eau potable. Donc, tous les restaurants du coin sont en attente de répondre à cette situation-là. Là. Alors, comme on peut le voir, Daniel, les impacts sont importants dans votre région et je suppose que c'est la même chose un peu partout, là où il y a eu des pannes d'électricité. Mais il y a une particularité chez vous. L'usine de transformation, de traitement des eaux a été, elle aussi, en panne pendant un certain temps, ce qui est quand même assez particulier pour un service essentiel comme celui-là. Oui, absolument. Vous avez absolument raison. Oui. On se pose des questions, mais on n'a pas de réponse pour l'instant. Mais il y a des conseils de ville un peu partout au Québec la semaine prochaine. Peut-être que vous aurez des réponses. Parlant de conseils de ville, là, je voulais en parler avec vous. C'est assez particulier parce qu'il y a un conseiller municipal par chez vous qui a été élu par pile ou face. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le soir des élections, le fameux 2 novembre, il y avait des candidatures. Il y avait Gaétan Bayard, qui était le conseiller sortant, et un nouveau conseiller qui voulait se présenter, Louis-Philippe Hébert, dans la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Et étrangement, le nombre de votes a été équivalent. Donc, on parle de 68 votes pour chacun des candidats. Oui, on voit le bulletin, là, oui. C'est ça, on voit la réponse. Il n'y a aucun vote de rejeté et les procédures légales, on pourrait dire, quand ça arrive, c'est le fait qu'un juge a dû refaire le recomptage. Cette activité-là a eu lieu lundi dernier, donc le 10 novembre, et le juge a dit qu'il n'y avait absolument aucune irrégularité, excusez-moi. Oui, donc, c'est ça, irrégularité. Donc, il a confirmé justement l'égalité des 2 candidats et la solution dans ce temps-là, selon la loi, c'est de tirer à pile ou face. Donc, c'est le nouveau conseiller. On a Louis-Philippe Hébert qui va être le nouveau conseiller pour le district 3. Monsieur Bayard, qui était un conseiller depuis très, très longtemps, qui était beaucoup pour... Ça, c'est M. Hébert qu'on voit là, à l'écran. Donc, M. Gaétan Bayard, qui a été conseiller pendant plusieurs années, ardent défenseur d'environnement, donc a perdu son poste à pile ou face. Eh bien, on en verra de tous les genres dans ces élections municipales. Daniel Yvon, merci d'avoir fait le point, puis de nous rappeler qu'il y a beaucoup d'impacts que l'on n'envisage pas toujours lorsqu'il y a des pannes d'électricité. Et puis, je vous dis au prochain pile ou face pour se revoir. D'accord. Oui, c'est ça, on verra. Mais c'est assez inhabituel. C'est ça, on verra. Donc, la prochaine fois, ce conseiller-là va se présenter comment tu as gagné à pile ou face. Oui, on ne peut pas dire que ça s'est jugé au mérite. Daniel Yvon, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver. Merci. Dean Brisson de la télévision des Laurentides est allé à la rencontre de la députée Marie-Hélène Gaudreault pour lui demander c'est quoi faire de la politique et pourquoi on s'engage à faire de la politique. C'est là que la passion
pour la politique débute ou c'est un petit peu plus tard? C'est où que ça... En fait, tu sais, quand on se rend compte, c'est quoi la politique? C'est d'aider notre monde. Oui. Hein? Puis dès que je me suis rendu compte que finalement, j'en ai toujours fait, mais que je n'étais pas nécessairement militante active, bien que, bon, j'ai quand même milité passablement dans les années 2000 au Parti québécois, et j'ai vécu l'expérience d'être attachée politique de Joanne Deschamps de 2009 à 2011. Je me suis rendu compte que la politique, c'est notre vie. Parce que toute ma vie, partout où je travaillais, j'essayais de soutirer le maximum pour, dans le fond, ce sur quoi on tentait, dans le fond, que ce soit des sommes d'argent pour les organismes communautaires, s'assurer que les services, les prestations de services. Quand j'ai fait de la suppléance dans les écoles, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les élèves à aimer l'école, à vouloir apprendre. Fait qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais fait un grand tour d'horizon et c'est la politique pure qui est venue à moi et non l'inverse. Parce qu'en 2018, si on se souvient, quand Yves-François Blanchet est devenu le chef du Bloc québécois, ben on nous disait qu'on n'existait plus, là, le Bloc. Il y avait 10 collègues qui sont toujours là. Ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans. 3 mandats. 3 mandats. Ça en fait des élections en si peu de temps. Là, ça fonctionne comment? Là, vous venez ici, vous passez plusieurs jours par semaine ici. Oui, en fait, le volet législatif, parce qu'un député, c'est de représenter son monde. Donc, évidemment, quand je dis aux gens, si vous me voyez toujours sur le terrain 65 jours par année, ça veut dire que je ne fais pas mon travail. Parce qu'il y a 26 semaines dans l'année où on a notre travail de représentant à Ottawa. Donc, ça commence en septembre, une pause à Noël, puis on finit juste avant l'été. C'est pour ça que l'été, on a beaucoup plus de temps d'aller voir notre monde. Exact. C'est à peu près 200 événements par année, là, même si je suis 6 mois quand même. ici. Là, la famille, comment ils ont pris ça, la famille, depuis 6 ans? Là? Comment vous conjuguez avec ça? Ça a été une grande de mes réflexions parce qu'en 2019, mes 2 filles avaient 12 et 15 ans. Donc, on va se dire que c'est des grandes, mais c'est au cœur même de l'adolescence. Donc, je les ai mis dans le coup. Et puis, on a fait un pacte aussi en se disant, le 26 semaines, je vais vraiment me dévouer. Et honnêtement, il faut que je dise quelque chose. Parce que lors du résultat, en 2019, je m'en souviens comme c'était hier, il y avait une journaliste. Me demande si j'étais fière. Effectivement, il se retourne et pose la question à mes 2 filles. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait de perdre votre mère? Ouf, quand même. C'est une drôle de question. Ouais. Mais ça, oui, je peux comprendre. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont répondu? J'en ai des frissons encore. Ils ont dit, écoutez, madame, notre mère a passé depuis qu'on est enfant auprès de notre grand-père, qui, mon père, était atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Donc, les dernières années, c'était du 20 heures semaine, là, du temps pour lui donner des soins, nourrir, etc. Fait qu'ils ont dit, elle a consacré beaucoup de temps à notre grand-père. Et là, grand-papa n'est plus là. Donc, le temps qu'elle va investir dans une année, elle va l'offrir à beaucoup plus de gens. Là, j'ai fait OK. C'est quand même touchant. Fait que dans le fond, c'est là que je me suis dit, c'est la qualité qui est importante. Donc, les moyens de communication aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est un coup de téléphone, un texto, on peut se voir. Oui. Des fois, on fait un aller-retour. J'étais à 2 heures, même pas 2 heures et demie. Justement, vous voyagez seul quand vous voyagez. Vous prenez votre voiture. Absolument. Là, vous embarquez dans la voiture. La première fois, je vais sauter à la première fois parce que ça m'intrigue. La première fois, vous embarquez dans la voiture, on s'en vient ici, vous allez découvrir votre bureau, vous installer. C'est comment ça se passe la première fois? C'est étourdissant. Oui, Puis en même temps, on s'en rend pas compte. Et une chance qu'on s'en rend pas compte. Parce que là, les portes s'ouvrent, les gens t'appellent honorable, puis là, tu fais comme « Oh, attends une minute, là! » C'est gros. C'est gros! C'est gros, là. Fait qu'une chance que, en tout cas pour ma part, même aujourd'hui, des fois, c'est quand j'ai de la visite comme toi qui vient,
je me dis, OK, c'est vrai, on représente quand même les 41 millions de Canadiens, puis on est 343. Mais il ne faut pas que je pense à ça, parce que je pense à qui? Je pense à mon monde de Laurentides-Labelle. Exactement. Là, vous avez... À Montjoly, Marc Després de la télévision de la Métis rencontre André Blouin, le directeur du transport adapté et collectif de la Métis, qui souligne cette année 40 ans de service à la population en lançant une nouvelle application conçue pour répondre aux besoins du transport adapté en milieu rural. André Blouin, bien, tout d'abord, c'est le 40e anniversaire du TAC, donc, comme on le voit derrière vous, un nouveau logo. On s'est gâtés cette année. On s'est dit, pour les 12 prochains mois, on va utiliser un logo un peu modifié. Donc, sur le logo traditionnel, on a ajouté un 4 et un E en exposant pour faire 40e. Le TAC a eu ses lettres patentes. En fait, c'était pas le TAC à l'époque, c'était la roue de vie. Oui, le vrai. 27 septembre 1985. Donc, ça fait 40 ans, là, presque jour pour jour, que le service de transport adapté existe dans la Métis. Et bon, au niveau de la flotte de véhicules, bon, je pense qu'elle a même été renouvelée récemment. Donc, ça représente quoi exactement, présentement? Bien, la flotte de véhicules, on est toujours avec les mêmes véhicules, encore pour quelques mois. On a 5 minibus qui circulent sur le territoire. C'est toujours notre contrat avec Autobus Dion, avec les mêmes conducteurs. Et on a ajouté en décembre passé là, une fourgonnette pour laquelle on est devenu propriétaire, le TAC. Une fourgonnette adaptée qui peut prendre là, jusqu'à 6-7 passagers et une personne en fauteuil roulant. Et les sièges sont amovibles de sorte qu'on peut enlever les sièges pour prendre jusqu'à 3 personnes en fauteuil roulant. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire qu'en partant, donc, les 6 véhicules sont adaptés là, pour les véhicules à mobilité réduite. Là, pour les... Oui, et incluant celui qui va vers Rimouski. Oui, OK. Celui vers Rimouski, ce n'est pas officiellement un transport adapté, mais les gens à mobilité réduite peuvent l'utiliser parce que le véhicule est adapté. Donc, peut-être un fait que pas tout le monde connaisse. Absolument, absolument, c'est ça. Et, naturellement, le gros sujet aujourd'hui, c'est le lancement d'une nouvelle application. On y travaille depuis longtemps? Assez longtemps. En fait, moi, je dirais depuis 2019 que c'est sur la table à dessin du conseil d'administration du TAC de la Métis. Et ce besoin-là a évolué un peu avec la technologie, avec la disponibilité des technologies. Les logiciels ont évolué également. Pour faire du transport urbain sur des lignes régulières, ça existe depuis longtemps. Mais pour gérer du transport adapté, porte à porte, en milieu rural, là, on est ailleurs. Ce logiciel-là n'existait pas il y a quelques années. C'est tout nouveau. Ça fait que là, avec l'arrivée des technologies, là, on s'est permis de rêver un petit peu plus concrètement. Et on a commencé, il y a 3 ans, à engager quelqu'un qui va réfléchir à ça, qui va préparer nos données pour faire une migration. On a fait un choix parmi tous les fournisseurs qui existent. Et on est allé vers Blaise Transit et on a fait ce choix-là définitivement en décembre 2024. Et depuis ce temps-là, là, on est à temps plein pour implanter concrètement ce qu'on vit aujourd'hui, là, la mise en service d'une application numérique. Et ce qui est intéressant, une entreprise québécoise, il faut l'avouer. Oui, oui, absolument. Absolument. Qui a des ramifications aux États-Unis, dans les provinces maritimes, en Ontario, qui a un lien avec l'entreprise Matawan, qui est un gros joueur international qui vient d'Europe. Donc, on est avec un partenaire qui est très solide. Et à ce moment-là, bon, on n'enlève pas le téléphone. Lui, malgré l'application, on peut encore téléphoner. Là. Le fonctionnement du TAC ne change pas. En fait, l'équipe de bureau reste en place, apte à recevoir les appels téléphoniques, les demandes de réservation et des rentrées dans le nouveau logiciel. Maintenant, dans le passé, c'est une personne qui faisait le choix des différents trajets, ce qui était excessivement laborieux. OK. Laborieux, ça veut dire que c'est comme faire 12 sudoku en même temps. Okay. C'est à peu près l'exercice que la personne doit faire. Donc, ça devenait très difficile de trouver quelqu'un qui pouvait remplacer pendant les vacances. Si on avait un départ subi à cause de raisons médicales, on se rendait vulnérable. Donc là, on a fait le choix d'aller vers une technologie qui produit
les horaires en temps réel en fonction des demandes des réservations téléphoniques qui entrent de la part des clients. Et il faut le mentionner, donc au téléphone, ça demeure avec un délai de 24 heures. Par contre, lorsque l'on prend l'application, on parle plutôt d'un délai de 6 heures. On peut aller jusqu'à 6 heures. Plus on le fait d'avance, plus on a des chances d'avoir une acceptation. Lorsqu'on va réserver avec l'application, l'application, en dedans d'une minute, va nous aviser est-ce que votre demande est acceptée ou refusée. Et si elle est acceptée, elle va vous donner une heure approximative. Et là, le logiciel continue de procéder à fabriquer l'horaire. Et 6 heures avant votre départ, vous allez avoir une notification qui confirme l'heure exacte de votre embarquement. Et ce qui est intéressant aussi, le chauffeur a une tablette numérique dans son véhicule. Donc, à ce moment-là, s'il y a une surcharge subite ou l'inverse, bien à ce moment-là, la personne va pouvoir savoir votre véhicule s'en vient ou sera en retard, etc. Oui, absolument. C'est ça. On va avoir des informations pour être en temps réel un petit peu sur les informations de retard, avance ou quoi que ce soit, ce qui va enlever une part j'oserais dire anxiété pour certaines personnes, puisqu'on est sur le coin de la rue à attendre un bus sans savoir s'il est déjà passé, si on est en retard, si lui est en retard, s'il nous a oubliés. Donc, il y a tout le temps comme un petit doute qui subsiste, qui est inconfortable. C'est rassurant, quelque part. Et l'application va nous enlever une partie de ce doute-là. Ça va devenir plus confortable. Et en même temps, avouons que c'est pour séduire aussi une clientèle qui est plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Là, on pense aux jeunes, entre autres, là. Et le service d'abonnement, lui, demeure en place aussi. Donc, la tarification, il n'y a pas de changement, là. Il n'y a pas de changement sur les tarifs. C'est exactement les mêmes tarifs. C'est encore comme ça pour quelques années. Donc, localement, 4 ou 3 réduits pour les étudiants et aînés. Ceux qui veulent aller vers Rimouski, c'est 6 ou 4 pour les étudiants ou aînés. Donc, c'est les mêmes tarifs. Puis les passes mensuelles, 30 jours, sont encore disponibles. Il y a plusieurs modes de paiement. En fait, les tarifs sont simples à comprendre, mais comment assumer son tarif? Bien, il y a plusieurs façons. On peut payer en argent en embarquant dans le bus, en monnaie exacte seulement, par exemple. On peut payer avec des billets papier qui ont été achetés au préalable. On peut avoir payé une passe mensuelle, donc le conducteur est au courant, donc on n'a rien à présenter, on embarque puis c'est tout. On peut aussi, une nouveauté, là, c'est qu'on peut contribuer, mettre des sous dans une balance sur l'application. C'est comme une petite réserve, une balance, c'est ça, c'est comme un portefeuille à soi. Donc, avec sa carte de crédit, on va mettre à coût de 24 on met 24 Et lorsqu'on va embarquer dans le bus, à chaque embarquement, le conducteur doit sélectionner si le passager est embarqué ou non. Lorsqu'il clique « Embarquer », là, à ce moment-là, le 3 ou le 4 se déduit du compte. Tout simplement. Et avec cette application-là, donc, est-ce qu'on a estimé des chiffres ou qu'est-ce qu'on a comme espoir de hausse? Ou... Bon, on va avouer une chose. C'est pas tout le monde, puis on est très conscient que c'est pas tout le monde qui va tourner vers le numérique. C'est pour permettre à ceux qui préfèrent cette solution-là d'avoir cette solution-là. Moi, dans mon espoir, c'est que d'ici un an, si on se reporte à octobre 2026, j'aimerais ça que 30 de la clientèle du TAC utilise les outils numériques pour faire leur réservation. Ça serait une belle réussite. Bien, merci beaucoup, André Blouin. Bienvenue, merci beaucoup. La Chambre de commerce de Brandon tenait le 6 novembre dernier la 4e édition du gala Brandon en action, où près de 40 entreprises et organisations étaient mises en nomination dans une dizaine de catégories. Danny Bérubé, de CTB-TV, a rencontré les organisateurs et les récipiendaires des prix qui ont été décernés durant cette soirée. Le jeudi 6 novembre dernier s'est tenue la 4e édition du gala Brandon en action, organisé par la Chambre de commerce Brandon. Cet événement a rassemblé de nombreux entrepreneurs de la MRC de Dautrey dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté. La soirée a débuté par la présentation d'une dizaine de nouveaux commerces de la région, chacun honoré par la remise d'une plaque souvenir. Par la suite, plus de 10 prix ont été décernés dans diverses catégories, dont l'entreprise de l'année, le commerce de proximité, ainsi que le coup de cœur des caisses Desjardins du nord de la Naudière. Les invités ont également eu l'occasion de profiter de la prestation musicale du groupe Au Renard.
En fin de soirée, j'en ai profité pour rencontrer Mme Annabelle Fréchette, coordonnatrice de la Chambre de commerce Brandon et organisatrice du gala, pour recueillir ses impressions sur le succès de l'événement. 4e édition du gala Brandon en action ce soir. Et oui, il y avait de l'action, c'était tout un gala, c'était vraiment le fun. Comment est-ce qu'on se sent, Annabelle? Oh, ben là, on vient tout juste de terminer le gala. On est très fiers d'avoir remis ces prix pour avoir mis à l'honneur toutes ces entreprises. C'était une quarantaine d'entreprises, d'organisations qui étaient mises à l'honneur ce soir dans une dizaine de catégories. Et est-ce qu'on nomme le gagnant? Oui, s'il vous plaît. Le gagnant entreprise de l'année, Arnois Énergie, c'est le Bonichois marché de Mme S de Mandeville qui a gagné le grand prix. Ce soir, il s'est mérité 2 prix, dont le prix Coup de cœur des Jardins, qui est remis suite à un vote de la population. Bien justement, dis-moi donc, les gagnants sont sélectionnés comment? C'est un jury externe à la Chambre de commerce qui provient d'ailleurs dans la région de la Naudière. Cette année, notre jury nous provenait de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie et du Créval. Ah oui? Oui, donc le jury se rencontre, il délibère, il choisit ce qu'il considère comme être la meilleure candidature dans chacune des catégories. Hey, écoute, moi, tu m'impressionnes là, parce que je te regarde aller, là, puis on dirait que tu es encore full d'énergie. Mais quand on finit un événement comme ça, on reste avec plein d'énergie aussi. Mais t'es pas fatigué? Ben un petit peu, mais on se reposera demain. Parce que tu as travaillé longtemps sur ce gala-là. Oui, c'est plusieurs semaines de travail pour arriver à un événement comme celui-ci qui accueillait 190 personnes cette année. C'est mieux que l'année passée. C'est notre record d'assistance, oui. Wow, écoute, 4e année, puis ça grandit d'année en année. Fait que j'imagine que l'année prochaine, là, on tape le 250. Là. Ben, on va se croiser les doigts, on va le souhaiter. Écoute, super beau gala, Annabelle. Félicitations. Puis on félicite tous les gagnants, bien sûr. Oui, merci. Félicitations à tous. Au cours de la soirée, un prix hommage a été décerné à M. Pierre Deschênes, propriétaire de la ferme Deschênes à Saint-Damien et président de la Corporation de développement de la municipalité. Ce prix, remis par ses filles, a suscité une vive émotion chez le lauréat. Interrogé à l'issue du gala, M. Deschênes se disait encore profondément touché par cette marque de reconnaissance. Je suis avec M. Pierre Deschênes, qui est une sommité à Saint-Damien et qui a eu le prix hommage ce soir. Comment est-ce qu'on se sent, M. Deschênes? Surpris, ému et reconnaissant qu'on me fasse cet hommage-là. Donc, je suis plus habitué de mettre les spots sur les autres que de les avoir sur moi. Là. Fait que c'est vraiment touchant. Mais là, dites-moi, vous êtes un habitué à Saint-Damien. Là, on vous connaît de partout parce que vous aviez une ferme. Là, vous avez vendu votre ferme, vous êtes à la retraite et vous êtes aussi président de la Corporation du développement de Saint-Damien. Oui, c'est ça. J'ai tout le temps été impliqué bénévolement dans ma communauté, dans mon village. Puis c'est ça, depuis 2021, je suis président de la Corporation de développement de Saint-Damien. Et puis on a beaucoup de plaisir à travailler avec nos bénévoles. On a plus que 40 bénévoles qui tournent autour de nos activités, qui nous supportent. Et tout ça, ça se fait dans la bonne humeur. Fait que c'est pas de corvée. C'est vraiment, là. Donc, vous êtes tellement occupé, là, c'est pas le temps de prendre sa retraite, là? Non, pas vraiment, là. C'est ma 2e retraite officielle, mais je pense que je serai jamais à la retraite. Tant que je vais avoir la santé et l'énergie, j'ai trop de plaisir. Bien, écoutez, félicitations encore une fois pour votre prix. Puis on vous souhaite une belle continuité. Bien, merci beaucoup. Un prix dans la catégorie Développement du milieu a été attribué à la bibliothèque Ubaldine Dauphin de Saint-Norbert. Présente lors de l'événement, la mairesse s'est dite très fière de voir sa municipalité ainsi récompensée. Alors, vous la reconnaissez sans doute, elle est juste à côté de moi. C'est la mairesse de Saint-Norbert, Mme Sonia Desjardins. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis également en compagnie de Mme Lise Bureau, qui est coordonnatrice pour la bibliothèque Ubaldine Dauphin de Saint-Norbert. Bonjour. Bonjour. Et on a gagné le prix du développement du milieu. Oui. Est-ce qu'on est content? Très content. Moi, ce que j'ai pu voir, là, quand vous avez gagné le prix, ça criait fort, là. Oui, il fallait. C'était pour nos jeunes. Oui?
On a travaillé fort là-dessus. Oui, ils viennent nous aider bénévolement tous les jeudis soirs à la bibliothèque. Ils sont bienveillantes, ils connaissent notre bibliothèque, ils peuvent aider les jeunes. Donc, Madame la mairesse, on invite les gens à utiliser la bibliothèque? Ah ben oui, la bibliothèque, c'est le moteur de notre développement, de la culture, ça commence là, Puis nos jeunes, s'ils s'impliquent jeunes, ben ils vont rester impliqués. Des bénévoles, on en a besoin dans tous les domaines. S'ils commencent jeunes, ils vont continuer, puis ils sont très impliqués et très fiers d'être avec nous à la bibliothèque. Et Dieu sait que la lecture, c'est important pour les jeunes, pour les grands aussi, hein? Oui. La lecture, c'est très important. C'est important pour la persévérance scolaire, c'est important pour leur réussite académique, c'est important pour leur développement, pour l'éveil, pour... Écoute, c'est ça. Exact. Bien, félicitations encore une fois pour votre prix, puis belle continuité à vous deux. Merci. Pour une 4e année consécutive, eh bien, le gala Brandon en Action 2025, qui s'est déroulé cette année au Centre culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert, a rencontré un franc succès. L'organisatrice confirme déjà la tenue d'une prochaine édition. La trade tournante était de passage à Sainte-Anne-des-Monts avec une programmation comprenant des jams, des ateliers de danse, un concert du groupe Cavaz et une veillée de danse traditionnelle. La télévision de la Haute-Gaspésie a rencontré ces joyeux lurons qui font vivre et revivre nos traditions musicales. Aujourd'hui, on est ici pour la 2e fin de semaine de Trad tournante, qui est en fait un concept pour pouvoir mettre ensemble des musiciens de la région et des musiciens que j'invite. Par exemple, cette fois-ci, c'est l'ensemble Cavaz qui vient de Montréal. On veut offrir, dans le fond, à la région, ici en Haute-Gaspésie, et aussi du côté sud de la Gaspésie, l'occasion au public de venir soit jammer avec nous, soit s'initier aux danses trad. Donc, il va y avoir un atelier dans l'après-midi, puis ensuite, il va y avoir un concert de l'ensemble qui est invité, Cavaz. Et puis, en soirée, on fait une danse, une veillée de danse traditionnelle calée. Notre caleuse, c'est Hélène Gaulin. Moi, je suis biologiste de formation. Donc, j'ai travaillé toute ma vie comme biologiste, là, surtout dans le domaine de l'éducation du public. Puis, j'ai découvert la danse traditionnelle, ça fait peut-être une dizaine d'années, en allant à une veillée de danse à Petite-Vallée, au Festival en chanson de Petite-Vallée. Et puis, j'ai eu ben du plaisir à danser. Mais je regardais le caleur sur la scène, puis je me disais, moi, c'est ça que j'aimerais faire. Parce que j'aime beaucoup faire de l'animation. Un caleur, une caleuse, c'est la personne qui anime la veillée de danse. Donc, qui explique les danses aux gens. Puis ensuite, qui annonce les mouvements. Donc, on va dire, tout le monde par la main, une ronde à gauche, changer de côté, on s'est trompé, on swing le sien, on swing la sienne, ainsi de suite. Donc, on annonce les mouvements. Donc, les gens n'ont pas besoin de savoir danser. Ils écoutent le call et puis ils savent ce qu'ils ont à faire puis comment ils peuvent s'amuser. Oui, c'est rythmé, on doit suivre la musique et puis on doit aussi mettre des accents pour que les gens savent quand commencer la figure puis leur donner l'énergie. Puis le rôle du calleur, hein, c'est que les gens aient du plaisir puis mettre le party dans la place, comme on dit. Mon idée, dans le fond, elle est venue au tout début. Je cherchais des occasions de jouer plus souvent, d'avoir des rencontres avec des musiciens et puis une formule qui fait en sorte que les gens sont d'accord à faire une longue route pour venir jusqu'en Gaspésie et puis aussi que ça vale la peine, dans le fond, pour eux d'avoir au moins plus qu'un concert. Donc, c'est comme une mini-tournée ou un mini-festival condensé en une fin de semaine. C'est la musique trad que j'ai dans la peau depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans la musique trad. Puis l'instrument que tu as apporté aujourd'hui, c'est un instrument particulier. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument à hanches. C'est un morceau de bois qui fait le son, comme les saxophones en métal et comme une clarinette. C'est une clarinette contrebasse en métal. Modèle Paperclip.
Toi, tu es un musicien, ça fait longtemps que tu fais de la musique. Tu joues quoi comme instrument? Je joue plein d'instruments. J'ai grandi sur le piano toute mon enfance. C'était mon Game Boy, on n'avait pas de télévision. Je viens du premier plateau en haut de Matapédia, Saint-Alexis, qui est un des plus vieux villages de toute la vallée en bas de Montjoly. Salut, le nom du groupe c'est Cavaz. C'est un nom breton, c'est un mot breton qui veut dire embranchement ou bifurcation. Et ça, on a tous les 4. On a des bagages différents et l'idée c'est de... à la base on est un trio, je suis en train de m'embêler les pinceaux. Parce qu'en ce moment, Jocelyne elle remplace Isaac, mais on est un trio à la base donc c'est pas très clair. On connaît Émilie depuis un petit bout, puis dans le fond l'idée du projet est qu'on fait de la musique québécoise, irlandaise et bretonne. Et fait que là, elle a décidé de nous inclure pour venir jouer de la musique québécoise. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée de faire un échange avec elle, puis Martin, puis de jouer des tunes gaspésiennes, jouer pour les danses, puis venir jouer, c'est ça, c'est bien fun, c'est un beau projet. Depuis 2 ans, un groupe de joueuses de hockey louait l'aréna de Port-Daniel-Gascon pour une joute amicale de hockey. Et ce rendez-vous hebdomadaire est devenu tellement populaire qu'une ligue de hockey féminin comptant 4 équipes vient tout juste d'être créée, nous rapporte Simon Thériault de Télévague. Le mercredi 5 novembre, je me suis rendu au centre sportif Marco-Sébastien Cyr afin d'assister à la première partie de la soirée de la nouvelle ligue de hockey féminin de Port-Daniel-Gascon. Pour cette occasion, les Jaunes affrontaient les Oranges. Un match très plaisant qui a abouti avec un pointage final de 3-3. En compagnie de Valérie Castillo, je te remercie. Tu viens juste de jouer un match, donc c'est vraiment plaisant que tu es ici. C'est un très beau match. En passant, comme on les aime, c'était terriblement serré. Puis c'est la nouvelle ligue de hockey féminin de Port-Daniel-Gascon. Donc, comment ça a pris forme, cette ligue-là, Valérie? Bien, dans le fond, depuis 2 ans, on faisait toujours une gang de filles. Là, on était une quinzaine, vingtaine de filles qui faisaient une location de glace tous les mardis soirs. Fait que quand quelqu'un qui était dispo pouvait venir, on n'avait pas besoin de s'inscrire. On venait quand ça nous tentait, puis on payait, mettons, 10$ chaque fille. On louait la glace, on jouait pendant 1 heure. Si on était 20, on séparait 10 contre 10. On faisait des équipes aléatoires, on jouait une équipe contre l'autre. Puis finalement, plus on allait, plus il y avait de filles qui voulaient venir jouer. À la fin, on était une quarantaine, 45 une fois une soirée. Fait que, on voyait que c'était vraiment, les filles avaient vraiment un engouement vers le hockey féminin. Donc, il y a une fille du comité, justement, Linda Desbois, qu'on surnomme Poussin, qui a décidé de créer une ligue de hockey féminine. Donc, c'est toute part de elle. C'est elle qui a fait les démarches de location de la glace tous les mercredis soirs, puis commander des chandails pour les 4 équipes. Puis, tout part de elle. Puis ensuite, on a formé un comité, puis on a tout mis ça en place. Okay. Peux-tu me nommer un peu les joueuses qui sont sur le comité? Oui, on est 7 sur le comité. Il y a Stéphanie Beauchamp, Alexandra Anglaire, Cynthia Giroux, Cathy Poirier, je ne veux juste pas l'oublier, Linda Desbois, Audrey Pouliot et moi. Puis les joueuses de territoire, c'est de où à où? On a des joueuses de Passebbiac, puis la plus loin habite à Grande-Rivière. Fait qu'on a quand même un bon territoire. Là. Les filles font pas mal de routes pour venir jouer leur game. Fait qu'il faut croire que ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Je voyais un peu les joueuses. T'en as-tu beaucoup du coin de Passebbiac? Passebbiac, puis 6, je crois. 6 joueuses? 6 joueuses. La plupart sont plus de Chandler, Newport, Gascon, Port-Daniel aussi, là, plus local. On a environ 5 de Grande-Rivière puis 5 de Passebbiac. Puis la moyenne d'âge des joueuses, ça se situe où? Une bonne étendue. On a une fille, dans les régulières, on a une fille de 15 ans puis on a une fille de 62 ans. Donc ça joue entre cette tranche d'âge-là. J'ai vu, il y avait quelques joueuses qui avaient les bas des cyclones. Donc, eux autres, pendant la semaine, ça leur permet de venir se pratiquer. Puis, on a 3 joueuses des cyclones. Donc, 2 qui sont régulières, puis une qui joue pour les cyclones l'année passée.
qui est maintenant trop vieille pour jouer avec les Cyclones, donc elle joue vers ici. Là. On a quand même du bon calibre. Là. Oui, j'ai vu ça fait quand même monter le calibre. Là. Les joueurs, ils patinaient beaucoup. Puis toi, ton hockey mineur, tu l'as fait tout? J'ai pas fait mon hockey mineur. T'as pas fait de hockey mineur? T'as joué pour le plaisir? Il y a 3 ans, oui. OK. J'ai toujours aimé le hockey, mais j'ai pas fait mon hockey mineur. Ben c'est le fun. Je te voyais aller. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, la majorité. Je dirais que dans la Ligue, il y a une moitié que c'est des débutantes qui n'ont jamais joué, puis l'autre moitié, c'est des filles qui ont fait leur hockey mineur. Okay. Ouais. Non, c'était spécial comme calibre, parce que c'est ça, tu voyais, c'était rapide, il y avait des joueurs, ça commence, mais... Oui, il y en a de tous les calibres, c'est ça qui est le fun, on est là pour s'amuser, fait qu'on refuse personne, tout le monde qui veut venir jouer, même si vous avez jamais enfilé de patin de votre vie, c'est le temps de venir essayer, là, parce qu'il y a des calibres de toutes sortes. Là. Ah, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment plaisant que vous acceptez que les joueuses, des nouvelles joueuses viennent. Oui, si on veut qu'ils apprennent à jouer, il faut qu'ils commencent par jouer, justement. C'est ça. Puis, pour faire la ligue de hockey féminin, est-ce que vous êtes basé un peu sur les ligues de balle molle, que les filles jouent un peu dans le coin aussi? Je te dirais que c'est pas mal. Les filles qui jouent au hockey, c'est quand même les filles qui jouent à la balle molle l'été. Je dirais que c'est la majorité, c'est des sportives autant d'hiver que d'été. Fait que, ouais. Ça a parti des amis? Ça n'a pas parti de la balle molle, par exemple. Ça a parti vraiment des locations qu'on fait le mardi soir. Mais oui, les personnes qui jouent au hockey, la plupart, l'été, c'est la balle molle qui prend la place. Okay. Là, vos matchs, c'est à tous les mercredis soirs? Oui, on a toujours 2 matchs. Donc, on est 4 équipes. Fait que c'est soit 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 4, puis l'autre équipe joue par la suite. Il y a une game à 7 h et une game à 8 h. Okay. C'est toujours 7 h, 8 h. Si les gens veulent venir à l'aréna. Oui, il y a toujours une game à 7 h, une game à 8 h, puis après ça, c'est ça qui ferme la journée. Bon, ben, c'est super. En tout cas, c'est vraiment une belle ligue. Puis je souhaite que ça va continuer, qu'il y a de plus en plus de filles qui vont jouer en voyant ça aussi. Puis probablement parce qu'on a une bonne liste de remplaçantes, puis à chaque semaine, il y en a qui se rajoutent. Okay. Si on voudrait, juste avec la liste de remplaçantes, on pourrait faire une 5e équipe. Mais à ce moment-là, si on manque de joueurs, bien là, on n'a plus personne pour aller piger. Mais je pense que dans les années prochaines, on va peut-être être capable de faire 5 ou 6 équipes. Oui, puis ces filles-là aussi, ils peuvent faire des équipes, aller jouer des tournois. Ouais, c'est ça, comme là, justement, ici à Gascon, la semaine prochaine, il y a un tournoi. Il y a 3 équipes féminines. C'est pas des équipes de la Ligue, c'est nous autres même, parmi la Ligue, on s'est créé 3 équipes différentes. C'est génial. Ouais. Je te remercie vraiment pour ton temps parce que tu venais de jouer. Puis, merci beaucoup. Merci à toi. Pour venir voir du hockey féminin au centre sportif Marco-Sébastien Cyr de Port-Daniel-Gascon, les parties ont lieu tous les mercredis soirs. Le premier affrontement a lieu à 7 h et le second se déroule ensuite à 8 h. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.